Bienvenue dans Vivre avec un traumatisme crânien. Je suis Sophie Lemaître et avec l'AFTC LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, nous vous proposons dans cette série d'épisodes de partir à la rencontre de spécialistes. Ces discussions vont vous permettre de connaître vos droits, les accompagnements possibles, mais aussi de comprendre ce qu'implique un traumatisme crânien dit léger ou un trauma crânien dans le sport. Avec ces épisodes, nous espérons que vous y verrez plus clair et que cela vous aidera à mieux vivre avec un traumatisme crânien. Bonjour Maglone Joly, vous êtes avocate au barreau de Montpellier, vous êtes spécialiste en droit du dommage corporel et vous êtes membre de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels. Et aujourd'hui, nous allons discuter de l'indemnisation du traumatisme crânien. Ma première question pour vous, c'est à quel moment l'indemnisation peut-elle intervenir ? À quel moment doit-on se dire, quand on a un trauma crânien, eh bien, il faudrait peut-être que je regarde si j'ai droit à une indemnisation ? Bonjour Sophie Lemaître. Donc, très bonne question pour commencer cet échange. Alors, pour être indemnisé, il y a deux grandes hypothèses. La première, c'est savoir si un tiers responsable à l'origine du dommage qui a causé les séquelles, notamment là, un traumatisme crânien. Donc, s'il y a un tiers responsable, oui, on peut être indemnisé. En général, ce sera l'assurance du tiers responsable qui prendra en charge l'indemnisation de la personne cérébrolésée ou, s'il n'y a pas d'assurance, un fonds de garantie. La deuxième hypothèse, c'est si on tombe tout seul dans la rue ou on a un accident de voiture seul, comment faire ? Le principe, c'est que quand il n'y a pas de tiers responsable, il n'y a pas d'indemnisation, sauf si la victime a pris le soin de souscrire avant son accident une garantie contractuelle, soit une garantie accident de la vie en cas d'accident de la vie quotidienne, soit une garantie corporelle du conducteur en cas d'accident de la circulation. Et la victime pourra être indemnisée dans le cadre de ce contrat. Mais attention, ça ne sera pas les mêmes principes, les mêmes bases d'indemnisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier la teneur du contrat qu'on souscrit, puisque lorsqu'il y a un tiers responsable, le principe, c'est l'indemnisation intégrale de la victime, la réparation de tous les postes de préjudice. Et quand il n'y a pas de tiers responsable, c'est ce qui est prévu contractuellement. Et souvent, les contrats sont très limités, donc limitent beaucoup de postes de préjudice, mettent des restrictions sur, par exemple, il faut avoir tant de taux d'incapacité fonctionnelle, par exemple 30% d'incapacité fonctionnelle pour que le contrat fonctionne, etc. Et puis les plafonds d'indemnisation peuvent être limités. Donc il y a plein de critères à regarder dans le contrat pour être sûr de pouvoir bien indemniser en cas d'absence de tiers responsable. On ne pense pas à ce genre d'accident et au fait qu'à un moment donné, on pourrait avoir besoin d'une assurance qui pourrait venir couvrir. C'est vrai qu'on ne pense pas à ce genre de choses. Tout à fait. Et surtout, souvent, les agents d'assurance sont avant tout des commerciaux et pas forcément des juristes. Et c'est vrai que même s'ils peuvent être très aimables avec leur clientèle, souvent, ils ne connaissent pas le contenu des contrats qu'ils proposent aux victimes. Ils regardent simplement le plafond. Par exemple, si la garantie accident de la vie prévoit 1 million d'euros de plafond, ils pensent que la victime va être indemnisée à hauteur de 1 million, alors que non. Là, c'est le plafond de prise en charge par l'assurance, mais ce qui est important, c'est de regarder les postes de préjudice dans le contrat et faire en sorte qu'il y ait tous les postes de préjudice bien pris en charge. Alors, quels sont les différents types de préjudices, justement, qui peuvent être indemnisés ? Que ce soit pour un traumatisé crânien ou pour toute autre victime, les postes de préjudice sont les mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'une indemnisation est possible, on se réfère à la nomenclature d'INTIAC, qui est une nomenclature depuis 2006 qui liste tous les postes de préjudice indemnisables. Alors cette nomenclature n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des postes de préjudice en fonction des particularités du dossier. Pour les personnes traumatisées crâniennes, il y a certains postes de préjudice qui doivent être reconnus dès le stade de l'expertise. Il faut faire attention que l'indemnisation soit vraiment juste et intégrale. Il s'agit par exemple des postes liés à toutes les répercussions professionnelles, parce qu'on sait bien que l'insertion ou la réinsertion professionnelle d'une personne traumatisée crânienne est très compliquée. Donc il faut vraiment faire attention à ce poste de préjudice dès le stade de l'expertise pour qu'il soit bien inscrit dans le rapport de l'expert et qu'il puisse être justement indemnisé. Je pense aussi au poste de préjudice tierce personne. Lorsque la personne cérébrolésée aura besoin à vie d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, par exemple pour l'aider dans les sorties à l'extérieur si jamais il y a une désorientation au niveau de l'espace, etc. Pour l'aider dans ses démarches, dans les démarches administratives, pour l'aider à l'inciter à faire certains actes, par exemple parfois pour les traumas crâniens lourds,
Il faut inciter une personne à manger, à à faire sa toilette, etc. Donc ça, c'est très important. Il y a également un poste de préjudice qui s'appelle le préjudice d'établissement, qui permet d'indemniser les victimes lorsque, du fait de l'accident, elles ont des difficultés pour fonder une famille ou pour exercer leur fonction parentale. Donc ça, c'est aussi un poste de préjudice typique pour les personnes cérébrolésées. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier les proches, parce que la victime directe, donc directement concernée par l'accident, est indemnisée, mais les proches de la victime peuvent également aussi faire l'objet d'une indemnisation. Et pour les personnes cérébrolésées, on sait à quel point c'est important, puisque c'est un bouleversement pour toute la famille. Donc il y a 2 postes de préjudice. Bon, il y a tout ce qui est aussi postes patrimoniaux pour tout ce qui est frais, perte de revenus des proches, s'ils sont dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de la victime. Il y a également des postes de préjudice extra-patrimoniaux, comme le préjudice d'affection, qui indemnise le fait de voir son proche lourdement handicapé, et également le préjudice extra-patrimonial permanent, qui là indemnise le proche du fait du bouleversement dans les conditions de vie par rapport à l'accompagnement au quotidien de la victime. Et à quel moment, en fait, je dois me dire, il faudrait que j'entame une démarche d'indemnisation? Admettons, j'ai eu mon accident, on va partir de l'hypothèse qu'il y a un tiers responsable. À quel moment, en fait, je vais me dire, ah, là, il faudrait peut-être que je lance cette démarche-là et que je puisse être indemnisée? Le plus vite possible, c'est le mieux. Surtout si effectivement les conséquences de l'accident sont importantes. Et puis surtout effectivement, si là encore les conséquences sont importantes dans la vie professionnelle, la vie quotidienne, etc., surtout aller s'informer et se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit du dommage corporel. Parce que c'est très important de se faire assister, donc accompagné par un avocat spécialisé dès le départ du dossier, puisqu'il y a tout un dossier à monter au niveau des pièces médicales, etc., pour pouvoir prouver auprès de l'assurance l'importance de ces lésions. Et ensuite, il y aura tout un parcours très technique avec un passage devant un médecin expert qui nécessite de préparer vraiment très précocement ce dossier d'indemnisation, puisque le rapport d'expertise sera la base de l'indemnisation. C'est-à-dire, les évaluations de l'expert seront traduites en termes indemnitaires. Donc, il faut vraiment être sûr d'avoir un rapport d'expertise bien complet, bien précis, bien évalué par le médecin pour être sûr que l'indemnisation soit correcte, juste et intégrale. Qu'il soit le reflet en fait des difficultés que la personne tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, le principe c'est la réparation intégrale des préjudices, c'est-à-dire que l'indemnisation doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle était avant son accident. Donc pour cela, il faut vraiment ne rien oublier et se faire bien accompagner, ça c'est essentiel. Donc on retient, il faut aller voir un avocat spécialisé dans le dommage corporel, je crois que c'est vraiment important, et pas tout type d'avocat. Beaucoup de gens n'ont peut-être jamais eu de contact avec un avocat, ne savent peut-être pas comment fonctionne la relation avec un avocat. Donc admettons, je suis dans cette situation où j'ai besoin de contacter un avocat spécialisé dans le dommage corporel. À quoi dois-je m'attendre? Comment va fonctionner en fait cet accompagnement? Quelle va être la relation entre l'avocat et la personne cérébrolésée ou qui a eu un trauma crânien? Alors, ça, c'est en fonction de chaque avocat, mais on va dire que dans mon cabinet, être avocat spécialisé en droit du dommage corporel, c'est vraiment avoir une expérience assidue, un travail très expérimenté en la matière, et puis c'est bien évidemment un accompagnement juridique, mais essentiellement humain. Donc, c'est vraiment très important d'être à l'aise avec son avocat, de pouvoir l'appeler quand on a besoin de l'appeler, qu'il puisse répondre quand on a besoin d'une réponse rapide et d'être rassuré. Donc l'approche humaine est vraiment très importante et c'est d'ailleurs ce qui me plaît beaucoup moi dans cette matière. Puis c'est une relation forte qui se crée avec le client, un client qui est souvent démuni, en souffrance, ses proches aussi, et on se doit d'être là et de répondre à toutes ses attentes et de l'accompagner au mieux. Voilà. Donc à quoi vous attendre quand vous allez voir un avocat spécialisé en droit du dommage corporel? Bien évidemment, s'il est spécialiste, c'est qu'il a les compétences pour exercer la matière. Mais il faut surtout effectivement se sentir à l'aise et bien accompagné humainement. Oui, c'est important. Si la personne ne se sent pas à l'aise, qu'elle ose aller voir un autre avocat et qu'elle ne reste pas avec son avocat bien si il n'y évidemment. a pas un bon lien. Oui, quand la relation de confiance avec l'avocat est rompue, on est tout à fait libre de changer d'avocat, ça, il n'y a aucun souci. C'est important de le dire parce que parfois, dans notre relation avec des professions comme avocat ou médecin ou ailleurs, on ne va peut-être pas oser, si ça ne se passe pas très bien, partir et dire je vais me trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est bien de le dire. Oui, non, c'est un droit tout à fait. On peut changer d'avocat lorsqu'on n'est pas à l'aise et pas content.
Je voudrais qu'on revienne sur la démarche à effectuer pour qu'on comprenne quelles sont les différentes étapes dans cette démarche d'indemnisation. Déjà, l'indemnisation, elle ne peut être, on dit liquidée, c'est-à-dire elle ne peut être effectuée qu'à consolidation de l'état de santé de la victime. Qu'est-ce que c'est la consolidation ? Ce n'est pas la guérison, parce que malheureusement, on consolide souvent avec des séquelles. C'est simplement la date à laquelle l'état est stabilisé. Et on sait à cette date quelles séquelles va garder à vie la victime et quels sont les préjudices qu'elle a subis depuis son accident. Donc ça, c'est important. Un dossier ne peut être clôturé que lorsqu'on a un rapport d'expertise de consolidation. D'accord ? Mais cette consolidation peut prendre un certain temps, notamment lorsqu'on est cérébrolésé. En général, lorsqu'on souffre d'un traumatisme crânien important, la consolidation n'intervient jamais avant 3 ans après l'accident. Donc, c'est très long et il ne faut pas laisser la victime sans rien faire durant tout ce délai et sans avoir au moins quelques indemnités pour pouvoir financer ses besoins, etc. Donc là, c'est le rôle de l'avocat spécialisé. Il faut mettre en place des expertises médicales intermédiaires qui permettront d'obtenir des provisions auprès de l'assurance. Les provisions, c'est une avance sur l'indemnisation. Et ça permettra de financer tous les besoins en tierce personne ou autres et de compenser les pertes de revenus subies jusqu'à la consolidation. Et là, il y aura une nouvelle expertise à consolidation, l'expertise définitive, avec des conclusions médicales définitives et qui vont évaluer médico-légalement tous les préjudices subis depuis l'accident et tous les préjudices que conservera la victime après consolidation. Et ce rapport sera traduit en indemnisation. Et est-ce que la démarche est différente en fonction de la nature du traumatisme crânien, c'est-à-dire s'il est léger, modéré ou sévère, et des circonstances ? Donc le type d'accident, etc., où en fait, peu importe, c'est toujours les mêmes démarches. Non. Il y aura très souvent un débiteur de l'indemnisation, donc effectivement, il y aura toujours une expertise, puisque réparer, c'est toujours évaluer, donc il faut toujours qu'on ait un rapport de médecin expert pour pouvoir avoir une évaluation médico-légale des préjudices. Donc ça, c'est toujours la même chose. Après, il y a différents régimes de responsabilité, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, il y a des régimes spéciaux de responsabilité qui, en amont de cette expertise, nécessitent des analyses différentes. Mais au niveau de l'indemnisation, il y aura toujours un rapport d'expertise et une indemnisation qui va suivre. Et à quel type de procédure dois-je m'attendre ? Est-ce qu'on est sur une procédure judiciaire ? Est-ce qu'on est sur quelque chose à l'amiable ? Voilà, il y a quelle durée aussi ? À partir du moment où il y a consolidation, est-ce que je peux me dire que ça peut arriver rapidement ou est-ce qu'on est encore sur une durée assez longue ? Comment ça se passe ? Alors là aussi, ça dépend du fait générateur du dommage. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un accident de la circulation, par exemple, il y a une procédure amiable, entre guillemets, avec les assurances qui permettent d'aller assez rapidement au niveau des mises en place des expertises, du versement des provisions. Après, la durée du dossier, elle est en fonction de l'état de santé de la victime. C'est-à-dire, effectivement, si c'est un dossier très complexe, avec des soins très longs, il faudra attendre sa consolidation, de toute façon, pour liquider ses préjudices. Et après, ça dépend vraiment. Alors, une fois que la victime est consolidée, qu'on a un rapport d'expertise définitif, tout dépendra de l'interlocuteur et de la vitesse de traitement de la gestion du dossier avec la personne à qui on a affaire en face. Mais effectivement, on ne peut pas donner de délai en fait. C'est chaque dossier particulier. Si on est au judiciaire, parce que même s'il y a des possibilités de procédure amiable d'indemnisation, on n'est pas cantonné à cette procédure-là. Et si jamais au bout d'un moment ça se passe mal avec les assurances ou on n'est pas content du résultat au niveau de l'indemnisation, il sera toujours possible de saisir la juridiction compétente. Et là, malheureusement, oui, je vais être honnête, les délais sont quand même assez longs puisque les tribunaux sont très encombrés. Aller jusqu'à une procédure judiciaire, est-ce que c'est quelque chose qui est commun ou on est plutôt sur de l'exceptionnel et que vraiment on fait le tout pour trouver un accord à l'amiable ? Si la victime est bien accompagnée, c'est-à-dire si elle est accompagnée vraiment d'un avocat spécialisé en droit des dommages corporels, si elle a son médecin de recours également à l'expertise, puisque l'expertise va être amiable, va être mise en place par le médecin conseil de l'assurance, donc bien évidemment, l'avocat de la victime doit être présent à cette expertise et même se faire accompagner d'un médecin conseil de victime. Comme il existe des médecins conseil de compagnie, il y a également des médecins conseil de victime, donc c'est important d'être assisté à l'expertise. Donc si la victime est vraiment à chaque étape fondamentale du dossier d'indemnisation amiable, bien accompagnée et bien entourée, on peut arriver à de très bons résultats, même au-delà de ce qu'on pourrait peut-être obtenir devant une juridiction. Après, lorsqu'il s'agit de dossiers très lourds, d'une victime très jeune, parfois le judiciaire est quand même aussi une solution favorable. En fait, c'est au cas par cas, tout dépend du dossier.
Oui, bien sûr. C'est donner un peu un panorama pour que les personnes c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, souvent on dit non, il faut pas aller à l'amiable, on va se faire avoir par les assurances. Alors ça c'est vrai si on se retrouve seul et qu'on va seul à l'expertise, qu'on discute seul avec l'assurance en face. Mais si on est vraiment accompagné avec des spécialistes, en général, ça se passe très bien. Oui, parce que vous avez déjà une idée des barèmes moyens de ce qui se fait à peu près pour des dommages similaires. Vous avez déjà une idée un petit peu pour pouvoir négocier, c'est plus simple. Alors que moi, seule, j'ai aucune idée non. C'est une matière qui est hyper technique, avec tout un vocabulaire très technique. Donc effectivement, quelqu'un de profane qui n'est pas dans la matière peut pas se débrouiller tout seul. Prendre un avocat spécialisé aussi, ça veut dire que c'est un avocat qui exerce quotidiennement ce genre de dossier. Nous, au cabinet, même on exerce exclusivement ce genre de dossier. Donc on connaît tout le réseau des médecins conseils dans la région. On connaît tous les inspecteurs rigueurs des compagnies d'assurance qui viennent au cabinet pour discuter des dossiers. Et donc ça permet vraiment de bien maîtriser toute cette phase amiable et d'accompagner au mieux la victime. Et admettons qu'à la fin, en fait, je ne sois pas satisfaite de la proposition qui est faite. Quels sont les recours possibles ? Justement, donc effectivement, si à l'issue de la phase amiable, la victime n'est pas d'accord avec le montant proposé et si effectivement on estime qu'on pourrait obtenir plus devant une juridiction, à ce moment-là, on peut tout à fait aller au tribunal pour faire trancher le litige. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésite à se lancer dans une démarche d'indemnisation et qui se dit « Mon Dieu, je comprends rien, c'est compliqué, je vais pas mettre le doigt dessus ». Alors, tout dépend effectivement quand même de l'importance des préjudices subis. Si effectivement la personne n'a que quelques contusions et ses lunettes de vue cassées, c'est pas forcément la peine de faire appel à un avocat spécialisé. Maintenant, quand les préjudices sont tels qu'il y a vraiment une incidence dans la vie quotidienne qui est bouleversée, la vie professionnelle, etc., là, il est primordial de se faire accompagner, de s'orienter vers un cabinet spécialisé en droit du dommage corporel. Et il faut faire attention parce que beaucoup d'avocats jouent un peu sur les termes. Vous trouverez des sites internet où il y a avocats spécialistes en défense des victimes. Ça n'existe pas, la spécialité de défense des victimes. C'est vraiment la spécialité droit du dommage corporel. D'autres vont marquer avocat en droit du dommage corporel. Non, il faut vraiment être sûr que l'avocat ait bien la spécialisation. Et pour ça, là, il suffit de se rendre sur l'annuaire du Conseil national du barreau, qui est une liste de tous les avocats avec leur mention de spécialité. Donc, on vérifie bien si cet avocat a bien la spécialité. C'est très important. Souvent, les personnes pensent à aller voir l'avocat une fois qu'ils ont reçu l'offre d'indemnisation définitive de l'assurance pour savoir si l'offre est correcte. Donc, c'est là, effectivement, il faut faire attention. Il faut voir l'avocat le plus tôt possible parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'offre, elle est basée sur le rapport d'expertise. Et si la victime va seule à l'expertise, il est évident que le rapport d'expertise sera souvent incomplet parce que la victime aura mal préparé son dossier, n'aura pas su quoi mettre comme pièce pour l'expert. Donc il y aura souvent un rapport où il manquera des postes, où l'évaluation ne sera pas bonne. Et donc forcément, l'offre présentée à côté ne sera pas bonne non plus. D'où l'importance d'aller voir son avocat le plus rapidement possible dès l'accident pour bien monter le dossier, être sûr d'avoir une bonne expertise complète, bien évaluée, et ainsi qui sera la base d'une indemnisation intégrale. Et puis également, si le retour à domicile suite aux hospitalisations est très compliqué et qu'il y a un besoin d'aide humaine pour la réalisation de tous les actes de la vie courante, il faut également donc faire appel à un ergothérapeute qui viendra au domicile et qui évaluera tous les besoins en aide humaine, les aménagements éventuels de domicile, afin de suppléer cette perte d'autonomie au maximum. Là, c'est sur la partie maison, mais est-ce que l'ergothérapeute peut aussi jouer un rôle pour le travail, par exemple ? Ouais, alors ça sera selon le bon vouloir de l'employeur. J'ai déjà demandé à une ergothérapeute de se rendre au travail pour regarder les conditions et voir s'il n'y avait pas des choses à mettre en place pour faciliter la reprise du travail. Donc ça a bien fonctionné, mais ce sera au bon vouloir de l'employeur par rapport à l'intervention de cet ergothérapeute. Mais c'est possible. Mais du coup, ça me fait penser à une question que je ne vous ai pas posée, parce que là, on est en train de parler du travail. Est-ce que l'avocat peut accompagner la personne dans son retour au travail, dans ses relations avec l'employeur ? Parce que peut-être que du fait de son accident, les capacités ont changé, que du coup, retrouver son poste comme avant, ça peut être difficile. Alors ça, c'est plus le rôle de la médecine du travail. C'est-à-dire que lorsque l'arrêt de travail va prendre fin, l'employeur doit demander à la médecine du travail de convoquer donc son employé victime. Et là, c'est la médecine du travail qui va regarder la capacité ou pas à reprendre le même poste. D'accord ? Donc, soit elle dira tout à fait capable sans aménagement particulier, soit la médecine du travail va dire oui,
la personne peut reprendre son travail, mais des aménagements sont nécessaires. Souvent, par exemple, par rapport au temps. Souvent, c'est bien ça de faire une transition avec un mi-temps thérapeutique. C'est-à-dire que la personne ne va pas reprendre tout de suite à temps complet son poste de travail, mais plutôt à mi-temps, pendant un certain temps. Et soit, sinon, la médecine du travail va dire non, il y a une inaptitude totale à reprendre ce poste. L'employeur a donc une obligation de reclasser son employé. Et en cas d'impossibilité de trouver un poste adapté, on partira sur un licenciement pour inaptitude. Mais effectivement, c'est la médecine du travail qui essaye de voir comment au mieux l'employé peut reprendre son poste de travail. Est-ce que nos droits sont différents si l'accident a lieu dans le cadre du travail, un accident du travail, soit parce que je me rends à mon travail, soit parce que ça s'est produit physiquement au travail, ou si c'est un accident, on va dire domestique, c'est-à-dire que je marche, je me fous la cheville, je me cogne la tête. Alors, effectivement, quand il s'agit d'un accident de travail, donc il y a autre chose qui se met en place, ce sont les indemnisations par la CPAM. Donc, pareil, si c'est un trajet de travail, il y aura quand même une indemnisation d'accident de la circulation. Et en plus, il y aura, par exemple, en général, quasiment un maintien du revenu grâce aux indemnités journalières versées par la CPAM. Et à consolidation, il y aura également une rente accident de travail versée à la victime. Ça, c'est pour un trajet de travail, d'accord ? Donc, c'est loi Badinter, loi sur les accidents de la circulation, et également versement des prestations CPM par rapport à la législation sur les accidents de travail. Si c'est un accident de travail au sein de la société, pour avoir une indemnisation autre que les simples prestations de la CPAM, il faut prouver une faute inexcusable de son employeur. Donc, il y a vraiment eu une faute importante qui est nue à la sécurité de son employé, qui a entraîné l'accident. Et là, il n'y aura pas une indemnisation intégrale, mais il y aura une meilleure indemnisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe, mais il y aura d'autres postes de préjudice qui seront pris en charge par l'employeur. Et du coup, si c'est dans le cadre de la vie courante, rien à voir avec le travail, est-ce qu'il y a autre chose qui se met en place ou pas ? Dans le cadre de la vie courante, ça sera donc est-ce qu'il y a tiers ou pas tiers responsable ? Voilà. S'il y a un tiers responsable, ça sera l'indemnisation classique avec réparation intégrale, expertise, etc. S'il n'y a pas de tiers responsable, on s'en réfère au contrat. Est-ce que la victime a souscrit un contrat qui la protège contre les accidents de la vie ? Et à ce moment-là, ce sera en fonction de ce que prévoit le contrat. Et voilà. Donc si je résume, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai un trauma crânien, mon accident est lié à un tiers et ça s'est fait dans le cadre du travail, par exemple lors d'un trajet pour aller au travail. À ce moment-là, je peux avoir une indemnisation au niveau de la personne qui m'a causé mon dommage, mais aussi une indemnisation par la sécurité sociale. Et si c'est dans le cadre de ma vie quotidienne, rien à voir avec le travail, là c'est par rapport, s'il y a un tiers responsable, ce sera de ce côté-là que je pourrais obtenir une indemnisation. S'il n'y a pas de tiers responsable, c'est si j'ai souscrit un contrat. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai oublié quelque par chose ? rapport à la CPAM, on ne parle pas d'indemnisation, c'est le versement de prestations en fait. Mais ce n'est pas une indemnisation parce que ça ne vient pas réparer intégralement un certain poste de préjudice. Mais c'est un système de compensation. Ça vient soutenir la personne qui est en difficulté. Tout à fait. Finalement, que ce soit une personne cérébrolésée, paraplégique ou une fracture du tibia, c'est la même procédure d'indemnisation. Après, par rapport aux lésions, c'est là où la spécificité rentre au niveau des personnes qui vont intervenir à l'expertise, des spécialités, etc. Voilà, il faut s'entourer de spécialistes de la question. Mais que ce soit une personne cérébrolésée ou une autre, je veux dire, la démarche indemnitaire est la même. Voilà. Après, il faut faire attention à l'expertise, se faire bien accompagner pour que tous les postes figurent bien. Et lors de l'indemnisation, faire attention à certains postes de préjudice qui sont capitaux pour les personnes cérébrolésées afin qu'elles soient indemnisées au mieux et qu'il y ait une réparation intégrale. Rendre visible l'invisible, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué, surtout pour les traumas crâniens légers. Parce que les traumas crâniens graves ou modérés, on a quand même l'imagerie. Et l'imagerie met en avant des lésions cérébrales qui permettent, en fonction de leur situation, d'expliquer certains troubles. Le problème du trauma crânien léger, c'est très complexe parce que souvent, les imageries ne montrent absolument rien. Souvent, il y a une très mauvaise prise en charge aussi au niveau médical lors de l'arrivée aux urgences, etc. Ça fait qu'on a des dossiers médicaux vides, des imageries qui ne montrent rien. Et il faut pourtant essayer de démontrer qu'aujourd'hui, tous les troubles subis par notre client sont liés à ce traumatisme crânien. Donc c'est vrai que c'est des dossiers qui sont très compliqués et parfois même, avec des médecins experts, c'est un peu une bataille. Mais on y arrive. Et dernière question, qu'est-ce qu'une personne ayant eu un TC doit absolument savoir et même chose pour son entourage ? Lorsqu'on a une victime cérébrolésée, ce n'est pas un dossier comme un autre.
Voilà, et ça nécessite vraiment de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire qui connaît bien ce genre de pathologie. On parle d'handicap invisible et c'est bien là le problème parce que face à l'assurance et lors de l'expertise médicale, c'est à la victime en fait de rapporter la preuve de ses lésions, de ses dommages. Donc en fait, lors de l'expertise, ce sera par rapport au dossier médical. Et quand on a un handicap invisible, parfois les pièces médicales ne sont pas suffisantes pour démontrer l'importance des troubles subis quotidiennement par la victime. Donc il faut s'entourer d'autres professionnels. Donc bien sûr, l'avocat doit être présent à l'expertise, accompagné d'un médecin de recours. Mais également, il faut demander à ce que soit missionné un ou une neuropsychologue qui permettra de faire un bilan et de mettre en lumière tous ces troubles que l'on ne peut pas voir sur les pièces médicales ou lors d'un simple entretien d'1 heure avec un expert. Donc tous les troubles cognitifs, problèmes de mémoire, d'attention, de fatigabilité, de concentration, mais également tous les troubles du comportement qui peuvent également être accompagnés. Donc ce bilan neuropsychologique est vraiment très important pour mettre en lumière tous ces problèmes. Et puis surtout aussi, à l'expertise, les proches ont une place très importante parce que souvent la personne traumatisée crânienne n'arrivera pas à expliquer vraiment ce dont elle souffre au quotidien. Elle sera aussi peut-être victime d'anosognosie, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas conscience en fait de ses troubles. Pour elle, tout va bien. Donc la présence des proches, les témoignages des proches est très important dans un dossier de personnes cérébrolésées, puisque c'est eux les premiers témoins des bouleversements que cela engendre au quotidien et des difficultés rencontrées par leurs proches et des répercussions sur toute la famille. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous les épisodes de Vivre avec un traumatisme crânien, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Vous avez aimé l'épisode ? Partagez-le avec votre entourage, parlez-en autour de vous pour que d'autres puissent être informés. Ce podcast est possible grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. À bientôt pour un nouvel épisode.